Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité automobile Gotchard. Cette semaine, on a une émission particulièrement chargée parce que toute notre équipe, votre gentil duo, a participé à quelques événements au cours des derniers jours et on a fait des essais. Moi, j'ai essayé la Hyundai Ioniq 6 alors qu'elle était chez nous pendant une semaine et je me suis rendu en Utah pour essayer le Jeep Wrangler 2024. Moi, de mon côté, je vais vous parler de mon essai de la Nissan Versa et également de mon petit voyage du côté de Détroit pour voir le dévoilement du Cadillac XT4 et également une visite des studios de design de GM, ce qui était particulièrement intéressant. J'ai bien hâte de vous en parler. Moi, c'est William Bouchard. Et moi, c'est Marc Bouchard et vous écoutez Gotchard. Alors oui, William, on a eu quand même des derniers jours assez chargés, il faut le dire. C'est super agréable parce que ça nous a permis effectivement de découvrir des choses. Et il y a quelque chose dont on ne vous a pas parlé en introduction, mais avec lequel on va commencer, si tu permets, William. On est allé ensemble, parce que oui, je sors encore en public avec William à l'occasion. On est allé ensemble assister au dévoilement à la première canadienne du Lexus TX. Bon, Lexus, vous le savez, c'est la marque de luxe qui est associée à Toyota. Donc, on nous présente des véhicules qui sont, pas similaires, mais en tout cas qui dérivent à peu près de la même plateforme que Toyota. Dans le cas du TX, c'est l'équivalent du Grand Highlander qu'on a dévoilé il y a quelques mois. C'est donc un véhicule qui est là pour avoir 3 rangées, un véhicule qui est assez imposant en termes de dimension puisqu'il fait plus de 5 mètres de longueur, et un véhicule qui met à profit les qualités de motorisation du côté de Toyota Lexus, puisqu'on nous propose 3 versions, 2 versions hybrides et une version à essence. En termes de look, je vous le dis, c'est assez particulier. Vous connaissez la calandre en sablier de Lexus. On a présenté une nouvelle version. Je ne sais pas ce que tu en penses, William. J'avoue que moi, quand je l'ai vu sur le coup, j'étais pas certain. Puis on a sorti le véhicule à l'extérieur. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Oui, c'est quelque chose qui est assez tendance, on dirait, à avoir un design comme ça, très linéaire, très horizontal. Là, je vais revenir un peu avec ça. On voit ça aussi sur les Cadillacs, que je vais parler plus tard. Mais dans le fond, la calandre, là, si vous n'avez pas encore eu la chance de voir la photo sur notre page Facebook, c'est justement, on dirait des fentes, là, littéralement, dans l'avant du véhicule. C'est vrai qu'on aime ou on n'aime pas. Personnellement, c'est pas tant ça qui m'a... Écoute, il n'y a rien qui m'a choqué particulièrement, mais justement, je dirais qu'il n'y a rien qui m'a choqué particulièrement sur le véhicule en tant que tel. J'ai rien à dire vraiment sur l'apparence. L'avant était pas mal plus beau à l'extérieur, je suis d'accord avec toi. Mais sinon, on sentait qu'on reste dans quelque chose de très conventionnel, là. Il y avait plusieurs autres modèles Lexus à côté, dans la pièce où on était. Puis on s'entend qu'on voit que c'est une Lexus là, facilement au premier regard. C'est pas très différent des autres, là. Non, on a gardé l'héritage de la famille, c'est clair. C'était voulu, d'ailleurs, je pense, parce qu'on connaît quand même un bon succès du côté de Lexus. Le premier trimestre, on était les premiers vendeurs de voitures de luxe au Canada. C'est moins vrai au deuxième trimestre, mais on est quand même pas très loin derrière de Mercedes et Audi qui sont à peine devant Lexus. Il disait, avant que les fans de Tesla le disent, c'est sans compter Tesla, ce qu'on vient de dire. Mais malgré tout, il disait que c'est la première fois de leur histoire qu'ils se ramassaient à si haut sur le classement. Donc visiblement, il doit y avoir quelque chose qui fonctionne. Ouais, puis est-ce qu'on peut vraiment dire que Tesla est une voiture de luxe? OK. Vous venez d'entendre la claque que je viens de me donner moi-même. C'était le moment de Tesla bashing de l'émission. Maintenant, c'est terminé. On ne peut plus en reparler. Exactement. Alors, vous aurez compris donc que la Lexus, effectivement, n'est pas totalement étrangère à ce qu'on nous a toujours présenté. La motorisation ne l'est pas non plus, on va se le dire. 4 cylindres turbo 2.4 litres, c'est l'entrée de gamme avec 275 chevaux, boîte automatique 8 rapports, transmission intégrale de série, bien entendu. Il y aura le TX 500H. C'est une motorisation hybride traditionnelle. C'est-à-dire que là, on a le moteur 2.4 litres, mais on a 2 moteurs électriques à l'intérieur. Donc, puissance combinée 360 chevaux à peu près, jumelé à une boîte de vitesse automatique 6 rapports, rouage intégral de série bien sûr. Et il y aura dans quelques mois, et on n'a pas, tu as remarqué qu'on n'a pas donné la date. Hein? Les 2 premiers, la base et l'hybride traditionnel vont être disponibles dès cet été. Dès l'automne même. Dès l'automne, oui c'est vrai. Dans l'autre cas, c'est le TX 550H
Plus. C'est un hybride branchable. Cette fois, on parle d'un V6 3.5 litres, un moteur qu'on connaît du côté de chez Toyota, qui est associé à une motorisation électrique, 406 chevaux, 53 km en mode 100% électrique, le reste sera à essence, bien entendu. Quant au véhicule lui-même, il est assemblé sur la plateforme qui s'appelle Toyota New Global Architecture, la TNGA, mais version K, donc ce sont les dimensions. On se vante que ce véhicule-là offre de l'espace dans 3 rangées. Bon, j'ai profité du fait que j'avais le grand William avec moi pour l'installer dans la 3e rangée. Et c'était franchement impressionnant. J'ai à dire, là, écoute, surtout qu'on passe à l'Ioniq 6 juste après, qui est peut-être pas son point fort, même si je l'apprécie beaucoup, l'espace à l'arrière. On parle quand même de quelque chose qui est 3 rangées, là, avec le Lexus. Puis même sur la 3e rangée, nous, on a vu la version 6 passagers. Il y a aussi une version 7 passagers. Mais dans tous les cas, avec les sièges capitaine à l'arrière, c'était franchement confortable, même pour quelqu'un là, de ma taille, là, 6 pieds 2, 6 pieds 3, pas nécessairement avec des longues jambes, assez larges d'épaules. C'était quand même confortable, puis même en hauteur aussi, c'est surtout ça le problème, par exemple, de l'Ioniq 6, c'est la hauteur. J'avais quand même du jeu au niveau de ma tête, puis ensuite, toi, tu t'es assis, comme tu le dis toujours, peut-être plus à l'horizontale que la verticale, que tu t'étends, et malgré tout, même toi, t'as eu l'espace pour même qu'on redresse le siège en avant, que moi je m'assois sur le siège de la 2e rangée en avant de toi, que j'ai de l'espace pour mes jambes, que toi t'as de l'espace pour tes jambes, puis que le conducteur en avant aussi. Donc vraiment là, c'est assez spacieux. J'imagine que ça s'explique par la taille quand même assez longue du véhicule, il faut dire. Effectivement, par un empattement aussi qui est assez long. Mais on a vraiment misé sur l'espace intérieur. La preuve, c'est qu'on dit que quand on abaisse toutes les banquettes, là, on se retrouve avec plus de 2747 litres d'espace de chargement. C'est énorme. C'est le plus grand de toute la catégorie, ce qui est quand même pas rien. Puis écoute, si on offre ce véhicule-là pour remplacer le RX version allongée. Le RXL, qui s'est pas vendu. On va se dire les vraies affaires, ça se vendait pas. Mais il n'avait que 1657 litres. Donc, il y a 1100 litres de plus d'espace dans ce véhicule-là. Si vous n'utilisez pas ça, écoutez, on dit que même avec 7 occupants, donc 2e rangée qui ne sont pas des sièges capitaines, mais bien une banquette, 3e rangée en place, vous êtes capable de placer 7 valises de cabine dans l'espace de chargement arrière. J'y crois pas pour l'avoir vu, là. Honnêtement, il faudrait que je vois la taille de leur valise pour te le confirmer. J'étais pour dire que ça prend un champion de Tetris peut-être un peu, là. Oui, ben c'est ça. Surtout si on essaie d'ajuster à l'arrière le moindrement les sièges. Écoute, là, ça reste quand même que c'est pas un corbillard, là. Non. Hein? On n'a pas tant d'espace que ça à l'arrière, surtout si on se met à jouer. Parce qu'il faut dire aussi que les sièges sont ajustables même sur la banquette. Ben, c'est sûr que les sièges capitaines, là, on n'a pas vu la version 7 passagers, mais les sièges capitaines sont ajustables même sur la 3e rangée, ce qui est quand même intéressant, mais il faut pas les ajuster bien fort pour garder cette valise en arrière, là. Non, effectivement. Si on replie un peu trop le dossier, là, on se rend compte de cet espace-là. Par contre, il faut le dire, c'est spacieux, c'est le luxe Lexus à l'intérieur. Système, bon, il y a un écran 14 pouces au centre pour toutes les commandes du système interface, c'est comme ça qu'il s'appelle. Un système de sécurité Lexus 3.0, donc un nouveau système qui reprend tous les éléments de sécurité que l'on connaît déjà. Connectivité un peu partout, des prises de recharge, il y a même des USB-C. À l'arrière, dans la 3e rangée. Dans la 3e rangée. Donc, on mise vraiment sur une forme de technologie. Bon, OK, la technologie des sièges coulissants de 2e rangée dont on nous a vanté les mérites, et peut-être pas si innovatrice que ça. Écoute, c'est clair que Lexus va pas arriver en disant hey, ben, on a repris des technologies qu'on avait déjà sorties avant. Là. Non, c'est clair que peu importe le genre de présentation, on va toujours nous faire mousser tout comme si c'était la chose la plus fantastique du monde. Mais il faut dire que, écoute, le prix c'est combien? On le sait pas. Non, hein? Ça c'est En fait, ce qui nous reste à découvrir, c'est évidemment comment ça se comporte. On nous dit que ça va être relativement dynamique, mais ça demeure un gros véhicule, on verra. Et on n'a pas découvert les prix encore parce qu'on attend, bien entendu, là, d'être plus proche au moment du lancement. Donc, je n'osais pas dire qu'on les savait pas puis que là, tu me dis que tu n'avais juste pas porté attention, mais je pense que c'est là que ça va se jouer, surtout le gros facteur, parce que je suis pas certain qu'on arrive quand même là, dans un niveau, ben écoute, je vais parler de Cadillac là, dans quelques minutes. Je pense pas qu'on arrive quand même à l'intérieur avec ce genre-là de finition. Là. Ben, c'est différent. On est vraiment dans quelque chose de plus japonais. Donc,
je dirais plus sobre, plus limité. Le design est super beau, il ne faut pas se méprendre, là, mais on est vraiment dans un truc Lexus. Système de son Mark Livingston, 21 haut-parleurs offerts, tout est là, mais ça demeure un véhicule, tu le dis, assez conservateur dans l'ensemble. La partie vraiment la plus unique, pourrait-on dire, c'est véritablement la calandre, la partie avant, là, qui, elle, va se distinguer. Donc, tout ça, bien évidemment, on aura les prix dans quelques semaines, quelques mois peut-être, mais c'est un véhicule qui va certainement faire du bien à Lexus parce que, à mon avis, il va aller chercher un créneau que Lexus ne couvrait pas réellement jusqu'à maintenant. Ben là, on va passer à des essais parce qu'évidemment, vous aurez compris qu'on n'a pas essayé le Lexus TX, ce n'était qu'une présentation. On va passer à un essai que j'ai fait, moi, au cours des derniers jours, et c'est celui du Jeep Wrangler. Le Jeep Wrangler 2024, ben vous savez, le Jeep Wrangler, c'est un véhicule qui est une icône dans son genre, un véhicule qui est conçu pour le hors-route absolu, un véhicule qui est disponible dans toutes sortes de motorisations. En fait, on parle de 4 moteurs à peu près. Le V6, bien entendu, 3.6 qui fait 285 chevaux, on le connaît. Les versions 4XE qui arrivent avec un 4 cylindres 2 litres turbo compressé, mais qui est jumelé à un moteur électrique. Donc, ça nous permet de faire à peu près 35 km en mode 100% électrique. Bien entendu, c'est celui que je dirais qui est peut-être le plus populaire actuellement. Il y a la version 4 cylindres 2 litres qui est standard. Et il y a le 392 que je n'ai toujours pas compris. C'est un V8 4.4 litres qui fait 470 chevaux. Honnêtement, mettons que c'est juste vite pour te rendre au chalet. Ça se conduit pas de façon très agréable. Ça sautille de tous les côtés. Évidemment, ça demeure un gros V8. Là. Oui, pour les maniaques comme moi, un peu vieillissants, quand on accélère, il y a un gros vroom-vroom, puis ça nous fait plaisir. Mais bon, tout ça, ça n'a pas changé cette année. On n'a absolument pas touché à la motorisation. Ce que l'on a surtout modifié, en fait, ce sont des éléments plus basiques que ça. Entre autres, on a changé complètement le système d'infodivertissement avec le Uconnect 5, un nouvel écran de série qui nous permet d'intégrer différents éléments, entre autres. Et ça, je trouve ça semi-intéressant. Puis je m'explique. Parce que le Jeep Wrangler est un véhicule de hors-route, vous le savez, il arrive dans certains cas en option avec un système de navigation qui inclut maintenant le guide des aventuriers. Ce que c'est, en fait, c'est que c'est un guide des sentiers hors-route en Amérique. C'est fait par une association qui est spécialisée dans le hors-route. Et vraiment, c'est une carte précise des sentiers, là. Ça veut dire que si tu dis, moi, je suis à telle place, je fais tel sentier, ça va te dire que dans 200 mètres, il y a un trou d'eau. Dans 600 mètres, il y a une pente de tel angle, puis que l'ensemble est coté, mettons, 5 sur 10 en termes de difficulté. Alors, c'est vraiment extrêmement précis. Il y a 200 sentiers disponibles. Si on prend un abonnement à 40$ par année US, ça nous donne 2000 sentiers à peu près. Le problème, il y en a 2 au Canada. Ah, seulement? Seulement. Alors, c'est pour ça que je te dis que je suis semi-enthousiasmé par l'idée. Par contre, quand on opte pour ce système-là, on a la possibilité d'enregistrer nos propres sentiers. Donc, nous, si on s'en va en route, on peut enregistrer tout ça et les avoir en permanence. Ça nous donne une référence. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Pour le reste, écoute, on n'a pas, comme je dis, on a modifié un peu le système d'infodivertissement. On a modifié certains éléments. Ce qui est vraiment la particularité, c'est plus au niveau, justement, de ces technologies-là. Par contre, il y a aussi des petits changements physiques. Entre autres, on a rapetissé la grille avant, la grille à 7 passagers, à 7 fentes que l'on connaît chez Jeep. On l'a rapetissé pour permettre d'avoir un winch, un treuil que l'on peut faire installer en usine. Un winch? Un winch. Comme on le dit en bon français. Comme on dit en bon français. Mais c'est parce que quand je parle d'un treuil, je me suis fait poser la question, c'est quoi? Alors, c'est pour ça que j'ai spécifié que tu allais dire winch, parce que je pense que j'ai plus entendu le mot winch dans ma vie que treuil. Exactement. Mais c'est un treuil fait par Warn qui est capable de tirer jusqu'à 8000 livres. Donc, on peut l'avoir installé de série. C'est intéressant parce qu'évidemment, ça nous évite là, tous les problèmes de garantie. Donc, ça fait partie des changements qu'on a fait aussi. Et bien sûr, on a fait toutes sortes d'éléments. On l'a essayé sur la route, on a amélioré l'insonorisation. On dit même qu'on est capable d'avoir une conversation main libre sur Bluetooth avec le toit enlevé, ce qui est presque un miracle dans le cas d'un Jeep Wrangler parce que c'est extrêmement bruyant.
Mais on a vraiment amélioré l'insonorisation beaucoup. Je peux te dire là, qu'on a roulé sur la route, entre autres, avec des versions Rubicon. Et j'ai essayé toutes les versions. Là. Rubicon, mais de tous les modèles, 4XE jusqu'au 392. Et vraiment, le Jeep est beaucoup plus silencieux qu'il ne l'était. Ça continue de sautiller un peu, mais malgré tout, ça va bien. Et bien évidemment, on était en Utah. On ne pouvait pas aller en Utah sans faire un peu de hors-route. Et on en a fait pas beaucoup, pas autant que j'aurais souhaité, je l'avoue. Mais quand même, ça a permis de constater que le Rubicon... Nous, on n'avait pas un Rubicon, on avait un Willys. Et on avait enlevé les portes, on avait mis des portes tubulaires. Fait qu'on était vraiment à l'air libre, dans le désert avec le sable et tout. C'est absolument magnifique. Et le véhicule, écoute, c'est pas compliqué, là. Tu gardes le pied doucement sur l'accélérateur et le véhicule traverse littéralement n'importe quel obstacle ou à peu près. Donc, est-ce que c'est vraiment un Jeep? Oui, c'est toujours un Jeep Wrangler. On a amélioré des choses. On a même mis un siège électrique. Et la beauté, c'est qu'on a mis un siège électrique qui est capable de résister à l'eau, parce que de temps en temps, tu vas dans l'eau, hein, ça va jusqu'à 33-34 pouces. Quand même? Ouais. Donc, on est capable à ce moment-là d'aller... le siège va fonctionner quand même en version électrique. Donc, tu sais, c'est toutes sortes de détails comme ça qui ont été modifiés, qui ont été améliorés, mais le Jeep lui-même n'a pas perdu sa personnalité. Il est toujours aussi agréable. Toit ouvrant électrique, c'est génial. On n'est plus obligé de se battre avec les petites toiles. Juste ça, ça vaut la peine. Sauf que, ben, un Jeep, c'est un Jeep et ça vient avec le prix. Prix de base, à peu près 43 000 $ pour les versions d'entrée de gamme. Si tu prends le fameux 392 avec le V8 le plus équipé, tu arrives à 115 000 $. Ouh, quand même, hein? Ouais. Pour un Jeep, on s'entend que Jeep, ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients qui sont propres un peu, là. Moi, je te dirais que le 392, j'ai aimé le conduire, là, mais j'en voudrais pas à l'année. Je finirais par le resserrer quelque part et par m'acheter une petite voiture. Donc oui, c'est un beau jouet, ça va bien, c'est super le fun. Et conduire un Jeep, c'est toujours conduire un Jeep. Ça vient avec une sensation unique. Et on a bien réussi cette mise à jour-là du côté du Jeep Wrangler. Honnêtement, ça valait le détour. De ton côté, tu t'es aussi lancé dans les essais cette semaine en essayant le petit frère de la Nissan Sentra dont tu as parlé récemment. Oui, dernier épisode, c'est ça, je parlais de la Sentra, puis là, j'ai essayé la Nissan Versa 2023, hein, donc, parce qu'il n'y a pas encore la version 2024. Mais, écoute, je vais t'avouer que c'est probablement la seule fois jusqu'à date dans cette émission que je vais être plus critique que d'autres choses, malheureusement. C'est certain qu'on me les a passés dans un ordre qui font un peu, qui donne un peu tendance à faire cette comparaison-là, voilà, vers le bas. Hein, parce que quand même, je suis passé d'un véhicule légèrement plus haut de gamme, légèrement plus cher, vers le plus petit de la gang, là, on va se le dire. C'est pas mal ça. Puis, effectivement, prix de base à partir de 18 363 $, plus les frais et tout, là, bien sûr. Mais quand même, on parle d'un petit char en bas de 20 000 $, ce qui est très très rare sur le marché. Et là, ça arrêteront pas mal mes points forts de la Nissan Versa. J'exagère, là, dans le sens que ça roule, tu rentres sur l'autoroute, tu quittes sur l'autoroute, puis il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Mais c'est certain que de la comparer avec mon expérience que j'ai eue juste la semaine d'avant avec la Sentra, mais c'est absolument pas comparable, là. Moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est mettez les quelques $1000 de plus pour aller vers la Sentra, juste pour l'accélérateur. Hein? Pour te donner une idée, là, pour que ma blonde, qui est pas une experte du tout en voiture, qui a encore moins fait l'essai de voiture que moi dans la vie, me voit essayer de rentrer sur l'autoroute puis dise « Mon Dieu, ça manque de jus un peu, ça, hein? » Précisons que elle conduisait auparavant une Mitsubishi Mirage. Et qui devait avoir pas mal le même moteur, on s'entend, on parle d'un moteur de 1.6 litres, 4 cylindres, 122 chevaux. En fait, le problème, c'est pas nécessairement les chevaux, c'est qu'on dit. C'est qu'avec il y a peu de couple, 114 pieds de couple, et le véhicule semble pesant par rapport à ce petit moteur-là. Ben, écoute, peu importe c'est quoi, je faisais juste dire les specs du moteur. C'est effectivement le couple, selon moi, qui fait une grosse différence, surtout quand on essaie de mettre le pied dans le fond.
c'est lent, tu as l'impression que le véhicule, il y a de la misère à se tirer, là, à se tirer justement avec sa traction. Donc, tu sens la traction, tu sens le véhicule qui part à chaque stop, à chaque arrêt, rentrer sur l'autoroute quand on part là, de la bretelle pour aller jusqu'à 100 km/h. J'ai de la misère à dire que c'était particulièrement plaisant, honnêtement. Une fois qu'on est à une vitesse de croisière, ben ça reste un véhicule totalement standard. Puis, écoute, en termes de pure fonctionnalité, j'ai rien à dire là sur... ben écoute, le cruise control n'était pas nécessairement intelligent, mais il fonctionnait. Ensuite, le régulateur de vitesse, pardon. Ensuite, le système d'infodivertissement. Ben écoute, j'ai connecté mon cellulaire dessus, puis j'ai réussi à faire jouer la musique, mais c'est pas mal tout, là, tu sais, Et pour quiconque a entendu la musique de William, vous auriez préféré qu'il soit pas capable de le connecter. Non, mais je pense que tous les parents disent ça de leurs enfants. Mais outre ça, j'ai réussi à jouer ma musique, mais tu sais, on s'entend que il va pas y avoir, là, mille et une fonctions. C'est pas nécessairement ce qu'on a besoin, mais même quand on compare avec le système d'infodivertissement de la Sentra, il y a déjà une différence entre les deux. Puis celui de la Versa est franchement moins intéressant, du moins, tant qu'à moi. Puis si j'ai une chose à dire, c'est j'avais la version, moi personnellement, SR, là, donc le plus gros véhicule de la gang, là. Puis même avec ce que j'imagine, j'avoue que j'ai pas fait les vérifications, mais ce que j'imagine être l'ensemble de sécurité le plus avancé et tout ça, l'ensemble de sécurité était légèrement à revoir, là, parce qu'il y avait, bon, qu'est-ce qu'il y avait comme ensemble de sécurité? Il y avait la caméra de recul, en fait, puis la caméra de recul avec aucun capteur, avec aucun signal dans les angles morts ou quelque chose comme ça. On me dira que je suis fancy, là, peut-être, mais quand on le compare avec la Sentra, qui est quelques milliers de dollars de plus seulement, je crois que même 5000 dollars de plus, là, pour la version que j'avais, en comparaison avec celle-là, qui était quelque chose comme 28 000 dollars pour la Sentra, mais mets ton 5000 dollars de plus, puis au moins, quand tu vas reculer, tu vas avoir une caméra qui va pas avoir une perspective étrange, là, parce que ça avait une perspective un peu fisheye. Puis, tu vas avoir quelque chose aussi qui va te permettre de savoir la distance à la qualité de l'autre véhicule. Maintenant, est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que quiconque a une version en ce moment devrait la vendre et se procurer un autre véhicule? Ben non, loin de là, certainement pas. Sauf que, ce que j'ai à dire, c'est que si Nissan, dans cette gamme-là de prix, vous intéresse, puis vous êtes capable de mettre légèrement plus que le 20 000 $ d'une Versa de base, aller vers la Sentra. Là. Je recommanderais difficilement la Versa pour quelqu'un qui a le budget pour aller vers plus. Ouais, c'est ça. Il faut reconnaître que la Versa, elle est un peu comme la Mirage dont je parlais justement. C'est un des rares véhicules d'entrée de gamme encore accessible en bas de 20 000 $. Il y en a très peu. Donc, il faut lui reconnaître cet élément-là. Mais tu as bien raison de dire que c'est évidemment pas le véhicule le plus raffiné. Et, Nissan se fait peut-être mal à lui-même en offrant une Sentra qui n'est pas vraiment plus chère. Hein? Donc, c'est assez particulier parce que... oui, c'est plus cher, on s'entend, mais tu sais, si tu vas chercher la version de base de la Sentra, par exemple, tu vas arriver avec quelque chose qui va être aux alentours de 23 000 24 000 $. Et si tu vas chercher la version SR, tu vois, la Sentra part à 20 600 ou à peu près. Si tu vas chercher la version SR, est à 28 000 et ça, c'est le top. Là. C'est ce qu'il y a de plus équipé. Donc, à 22 23 000 $, tu vas avoir une version dotée d'une CVT automatique qui va être beaucoup plus agréable que la version ne peut l'être. Oui, puis il faut rappeler aussi moteur 2 litres avec quand même une trentaine de livres-pieds de plus de coupe, trentaine de chevaux de plus. Puis tu sais, on s'entend que même la Sentra, c'est pas non plus le véhicule que tu vas aller faire... Alors, c'est pas fait pour faire... Mais on dit que c'est pas fait pour faire de la course. Il y a quand même une série de courses, la Coupe Sentra. C'est ce que j'allais dire. J'allais spécifiquement faire cette erreur-là et dire c'est pas fait pour faire de la course, mais il y en a quand même qui le font. Mais malgré tout, on s'entend pour dire que tu vas pas battre une Formule 1 avec ça, là. Non. Tu vas pas aller faire bien de la piste avec ça, mais n'empêche, plutôt intéressant. La Sentra, puis la Versa, ben écoutez, faites l'essai des deux si ça vous intéresse, mais je me verrais mal vous recommander la Versa plutôt que la Sentra si on me posait la question. Alors, dans la série des essais, parce qu'on va continuer sur les essais rapidement, j'ai aussi fait un autre essai qui est celui de la Ioniq 6. Ouais, quelques mois plus tard, hein? Faut rappeler qu'on avait été à Vancouver pour en faire l'essai, le premier essai canadien même. Exactement. Donc, on avait participé au lancement il y a de cela quelques mois, tu l'as mentionné. On arrive maintenant avec la Ioniq 6 chez nous, dans notre cours. Et c'est un véhicule, écoute,
Il est beau. Il est beau, il est magnifique. Ta mère a presque pleuré quand je suis allé le reconduire. Noir mât, spécifiquement la couleur que t'avais, là, vraiment magnifique. Encore plus, je dirais, que celle qu'on avait vue à Vancouver. Totalement. Une superbe voiture. C'est vrai que le style est particulier. Toi, au début, tu n'étais pas certain, mais tu t'es habitué, je pense, à l'idée. Écoute, oui, certainement. Puis Noir mât m'a fait changer d'avis. Honnêtement, Noir mât m'a fait changer d'avis parce que je suis toujours pas certain du côté super aérodynamique versus, ben écoute, le Ioniq 5 que moi je pense que je vais aimer jusqu'à ma mort là, mais j'ai pas été un grand fan sur le coup, mais là on dirait qu'avec le Noir mât, ça donne un côté plus sportif. Je pense qu'il faut l'avoir plus sous ce côté-là, sportif un peu plus que vraiment comme on verrait le Ioniq 5 VUS fonctionnel. Oui, effectivement. Tu as raison de dire que c'est un design qui est peut-être un peu plus controversé à différents niveaux. Les gens adoraient la voiture ou la détestaient, hein, les gens qui me regardaient passer. Mais ce qu'il faut retenir, en fait, ce sont essentiellement ses qualités mécaniques. Ça demeure un véhicule 100% électrique. Moi, j'avais la version Preferred Privilège Top, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Preferred traction intégrale avec ensemble Ultimate. Oh, Ultimate! Ouais. C'est la plus sophistiquée, si tu veux, de toute la gamme. C'est aussi la plus dispendieuse. Elle vaut 64 000 $ plus transport préparation. Donc, on parle d'à peu près 66 000 $. Elle est quand même admissible à l'aide financière gouvernementale parce qu'il faut que ce soit en bas de 65 000 $ pour le prix de base, ce qui est le cas. La motorisation, 320 chevaux, 446 livres-pieds de couple. Bien sûr, tu as un moteur électrique à l'avant, moteur électrique à l'arrière. C'est ce qui assure la traction intégrale. Et tu as une autonomie. Dans mon cas, tu vois, c'est particulier parce qu'elle est annoncée à 435 km. Et pour être honnête, j'ai toujours fait entre 430 et 440 km. Ah, c'est bien. Fait que c'était vraiment tout à fait calqué sur ce qu'on nous a annoncé comme usage. J'ai fait de la route, j'ai fait de la ville, j'ai utilisé, bien sûr, autant que je le pouvais, la fameuse système une pédale. Avec lequel tu avais un petit peu ragé, rappelle-toi, sur autoroute, entre autres. Il faut comprendre le principe des niveaux, mais une fois qu'on l'a fait, c'est quand même moins pire. C'est pas le seul véhicule qui a ça, le principe des niveaux, mais... Tous les véhicules électriques ont quelque chose d'à peu près similaire. Dans ce cas-ci, bien évidemment, tu l'as dit, tu as 3 niveaux, plus le mode une pédale, qui est le mode maximal, qui te permet d'avoir un certain niveau de recharge. Donc ça, honnêtement, ça fait un excellent travail. L'intérieur, l'habitacle, c'est très spacieux. Moins la capacité de dégagement pour la tête à l'arrière, il faut le dire. C'est le seul aspect, franchement, que j'ai, je dirais contre, parce qu'il m'a fait assez mal, cet aspect, personnellement, mais m'asseoir à l'arrière, c'est impossible. Quand il a fallu qu'on descende de Montréal, il a fallu qu'on change de place, ma blonde, parce que moi, à l'arrière, ça fonctionne pas, là. Non, c'est ça. Toi, tu rentres pas. Moi, évidemment, c'est moins un problème, mais ma taille est un peu moins grande. On a quand même 6-7 pouces de différence en termes de hauteur. En termes de tour de taille aussi, mais c'est un autre débat. Mais vraiment, c'est un véhicule donc qui a beaucoup, beaucoup de dégagement. L'espace pour les jambes à l'arrière, c'est absolument fascinant. Je suis allé reconduire un couple d'amis à l'aéroport. Ça m'a permis de faire le test aussi pour les bagages. Parce que, bien entendu, eux avaient leurs valises. Alors, j'ai rentré les valises tout à fait sans difficulté à l'arrière. D'ailleurs, vous autres aussi. Je vous ai ramené avec plein de stocks, incluant le stock pour chatons. Et il y avait de la place en masse. C'est vrai que ça demandait un peu de Tetris. C'est vrai que ça demandait un petit peu de calcul dans la façon de le faire. Mais il y avait de la place beaucoup plus que ce à quoi je m'y attendais. C'est ce que j'allais dire aussi parce que c'était un point qu'on avait rapporté quand on est revenu de Vancouver. Comme quoi on trouvait qu'il n'y avait pas énormément d'espace dans la valise. On n'avait pas vraiment fait l'essai, il faut dire. Là, pour en avoir fait l'essai, ben mon Dieu, on a réussi à rentrer pas mal de bagages au bout du compte, là. Oui, effectivement. On a vraiment maximisé tout l'espace, mais on a rentré pas mal de bagages, effectivement. Donc, du point de vue pratique, il n'y a rien à redire sur ce véhicule-là au niveau de l'espace. Bon, écoutez, je ne vous referai pas tout le truc sur le système d'infodivertissement. Il est très efficace, il est facile à utiliser. Il offre plein de fonctions, incluant le réglage des éclairages d'ambiance. Bémol, Android Auto, Apple CarPlay, accessible uniquement avec un fil. Ça, c'est un peu dérangeant. J'aurais voulu l'avoir sans fil parce qu'il y a une recharge par induction pour mon téléphone. Donc,
Il n'y a pas vraiment de raison de ne pas l'avoir sans fil. Et d'ailleurs, j'ai le Hyundai Venue en ce moment qui a le Apple CarPlay sans fil. On en reparlera la semaine prochaine, mais je trouve ça un peu étrange. Ouais, c'est un peu ironique. Bref, ça, c'est un des défauts. Par contre, quand on arrive au niveau de la conduite, mais là, il n'y a pas vraiment de défaut. C'est un véhicule qui est super agréable à conduire, qui est relativement dynamique, qui est tout à fait assez dynamique pour ses besoins, que l'on peut utiliser. Tu en avais d'ailleurs parlé quand on avait fait l'essai, les modes de conduite. Il y a un mode confort, il y a un mode éco, un mode normal et un mode sport. Et il y a vraiment une différence de performance. Différence évidemment au niveau de l'économie puis de l'autonomie, là, c'est Bien clair. sûr. Quand on la met en éco, on fait plus de distance. Mais quand on la met en mode sport, tenez-vous, parce que ça part. Vraiment, les accélérations sont franches, il n'y a pas d'hésitation. Les freinages se font très bien. Et même en mode une pédale, moi, je suis allé faire un petit peu de route de campagne en mode sport. Et avec le mode une pédale, ça te permet, puis tu peux jouer avec les niveaux, là, mais je l'ai vraiment laissé en mode une pédale. Ça te permet de moduler tes ralentissements dans les virages et vraiment d'être super efficace en conduite dynamique. J'ai adoré ça. Moi, j'ai beaucoup aimé. Comme je le dis, ta mère, ma femme l'a essayé. Elle a aussi beaucoup aimé la voiture. On aime son comportement général. On aime son confort parce qu'on a fait quand même un peu de kilométrage. Et honnêtement, on s'est promené avec plaisir, même juste pour aller faire un tour de voiture. La recharge est rapide. Batterie, rappelons-le, de 77,4 kWh. Je vous l'ai dit, 435 km d'autonomie annoncée, ce que j'ai fait sans aucune difficulté. Évidemment, ça va baisser en hiver, là, on s'y attend. Comme toutes les voitures électriques. Même si on peut préconditionner la batterie. J'ai quand même utilisé l'application Blue Link aussi de Hyundai qui m'a permis de gérer mes affaires à distance. Bref, honnêtement, cette voiture-là a gagné des prix et je suis le premier à dire qu'elle les mérite. C'est vraiment une des meilleures voitures électriques, sinon la meilleure voiture électrique actuellement sur le marché. Je sais que tu aimes la Ioniq 5, c'est la même chose. La différence de la Ioniq 6, en fait, c'est que son aérodynamisme lui permet d'avoir un petit peu plus d'autonomie. C'est la seule nuance, la seule différence. Mais pour le reste, ce sont des véhicules vraiment agréables à conduire. Écoute, je n'ai aucune hésitation à recommander ça, même que je suis obligé de te dire que ta mère a solidement pensé à aller mettre un dépôt pour en faire une réservation. Ça fait partie des véhicules qu'elle a le plus appréciés, avec lesquels je suis assez d'accord. Je ne peux que l'apprécier également, et puis je vais cotiser si jamais vous en avez besoin. Non, mais c'est intéressant à retenir, mais on a quand même quelques mois d'attente, voire des années avant de l'avoir. C'est le problème, hein? C'est ça. Donc, tu auras l'occasion d'y revenir. Mais oui, effectivement, la Ioniq 6, on était emballé quand on est revenu de Vancouver. Après avoir passé une semaine à son volant, je suis probablement plus emballé que je l'étais encore. Ce qui est pas peu dire quand même. Ce qui est pas peu dire. Toi, tu es allé dans la capitale nord-américaine de la voiture, de l'automobile. Ouais, pour la première fois, hein, faut que je le dise. Aller à Détroit, assister au dévoilement, à la présentation technique du Cadillac XT4 de nouvelle génération. Oui, exactement, le Cadillac XT4 2024, essayez de dire ça 3 fois. Mais effectivement, je suis allé à Détroit. Faut comprendre que c'était pas un essai, là, c'était vraiment une présentation purement technique. On est également allé faire une visite après des studios de design de GM sur lesquels je vais faire un petit retour. Mais premièrement, pourquoi ils ont invité autant de gens canadiens et plus spécifiquement, hein, dans mon cas, pourquoi des Montréalais? C'est parce que eux disent que le marché canadien pour Cadillac, il est super important. Entre autres, c'est un de leurs marchés dans lequel il y a le plus de croissance. Là, donc, depuis 2018, juste la croissance. Depuis 2020, des années de record en record en termes de croissance. Là. Donc, quand même, ça a l'air de bien aller leurs affaires chez Cadillac aussi. Et pourquoi Montréal? Ben parce que le XT4, c'est un peu comme le char urbain. Hein? T'iras pas avec un gros Cadillac du genre un Escalade te promener dans les rues montréalaises qui peuvent être étroites, surtout pas pour le stationnement. Hein? Donc, c'est un petit peu là-dessus qui mise beaucoup avec le XT4. Un véhicule pas trop cher
pour un Cadillac quand même. Donc on parle de quelque chose qui commence aux alentours de 45 000, mais bon, on s'entend qu'il va falloir plus se tourner vers les modèles de 50, 55 000 là, et même plus avec les options pour avoir toutes les options que je vais vous mentionner aujourd'hui. Mais en gros, ça reste quand même le véhicule d'entrée de gamme de chez Cadillac et c'est vraiment comme ça qu'ils vendent. Donc les jeunes, les jeunes couples urbains, les millennials qui habitent dans des centres urbains, ils ont pas beaucoup d'espace, ils n'ont pas nécessairement un budget non plus de se tourner vers les véhicules à 100 000 et plus. Donc, c'est eux qu'on veut aller chercher avec un véhicule qui est plus petit, avec un véhicule qui est plus efficace et qui, contrairement à la plupart des véhicules qu'on nous annonce ces temps-ci, n'est pas du tout électrique ou électrifié ou peu importe. Non, ça c'est en fait assez particulier parce qu'on se serait attendu que Cadillac, justement parce qu'il s'adresse à des jeunes qui sont quand même en général plus sensibles à cette cause-là, propose une version, à tout le moins une version hybride. Là. Mais là, c'est zéro du tout. Là. C'est en effet ça. On reviendra après sur le public cible. Je pense que c'est un des trucs qui me rend le plus perplexe. On y viendra. Mais effectivement, eux le présentent comme étant un véhicule de transition. Donc, c'est-à-dire que souvent, quand on va regarder l'Ioniq 5, l'Ioniq 6 ou Mach-E ou peu importe, les manufacturiers vont mettre le paquet en termes de design futuriste, en termes de technologie flyée. Ils vont mettre tout ça dans leur véhicule électrique. Hein. On s'entend. Puis là, les véhicules qui sont là depuis longtemps à essence vont pas nécessairement avoir les mêmes genres d'améliorations. Eux, Cadillac disent qu'à cela ne tienne, en gros, on va faire un véhicule qui est complètement à essence, mais qui a le look d'un véhicule électrique et qui a les technologies à l'intérieur d'un véhicule électrique. Je pense qu'on va tout de suite passer à l'entrevue que j'ai eu la chance de faire avec Donnelly Baxter, donc le directeur marketing de chez Cadillac Canada. Donc je vais laisser décrire quelques-unes des nouvelles fonctionnalités du XT4, puis ensuite on viendra là-dessus. Donc, bonjour, je suis ici avec M. Baxter en plein milieu du centre GM où on voit pour la première fois la Cadillac XT4 2024. En gros, qu'est-ce qu'elle a de différent cette année? Bien, on a complètement redessiné l'intérieur et l'extérieur. On a des panneaux, à partir de la pare-brise vers le devant, les panneaux, les ailes du véhicule, le capot, les lumières, la grille. Tout est redessiné en avant. On a redessiné l'extérieur, en arrière, on a des roues. Tous les roues, soit des 18 pouces ou des 20 pouces, sont tout nouveaux pour 2024. C'est vraiment l'intérieur qu'on a redessiné complètement à l'intérieur. On a un écran de 33 pouces tiré directement du Lyriq. C'est le même? C'est le même écran qu'on retrouve dans le Cadillac Lyriq. Hein? À 9K, oui. 33 pouces, tout un écran avec une genre de courbe. Ok, oui, ça. Donc, c'est pas comme deux écrans qui sont reliés, mais vraiment un écran courbe. Puis sinon, il y a deux modèles différents, c'est ça? Oui. On a fait 3 modèles, mais 2 apparences différentes. On a le modèle plus traditionnel, plus de luxe avec le chrome, des accents qui brillent un petit peu plus. Soit le modèle luxe ou premium luxe. Ensuite, on a le modèle sport qui donne des accents noirs, peinturés noirs. Puis ça donne un look un peu plus jeune, un peu plus urbain. Oui, puis on est devant, là, on va mettre la photo sur notre page Facebook, mais on est devant une couleur là, qui est magnifique, la couleur Emerald. C'est quoi en anglais? Ouais, le nom en anglais, c'est Emerald Lake Metallic. C'est un vert, c'est très haut jour, c'est merveilleux comme couleur. Franchement, j'avoue que j'ai été moi-même assez impressionné. Mettons qu'on termine avec la question qui tue. Là. Personnellement, plus sport ou plus luxe? Moi, j'aime mieux le modèle sport. Moi, j'aime vraiment les accents noirs. C'est un peu plus... C'est moins in your face, c'est un peu plus relax, plus undercover. J'avoue que je suis obligé d'être d'accord. Puis aussi, la calandre en avant, la grille, là, vraiment magnifique. Ouais, je vous remercie. Même le modèle de luxe, le grille en avant, on a un genre de chevron 3D chromé. C'est vraiment, vraiment beau comme grille aussi. Oui, c'est ça, le chevron qui est bien sûr le symbole hein, de Cadillac. Est-ce qu'il y avait d'autres petits détails comme ça que vous aimeriez... Peut-être juste l'intérieur. C'est vraiment le format parfait justement pour le Québec. C'est petit, alors c'est assez facile à stationner. Mais l'intérieur vous donne beaucoup d'espace. On a beaucoup d'espace dans le premier rangée, le plus d'espace pour les jambes au deuxième rangée. Puis ce que moi j'adore, des sièges chauffants avant et arrière avec le volant chauffant. Puis si vous faites la route, on a des sièges avec du massage pour le chauffeur puis le passager avant aussi en option. Ah, parfait. Alors vraiment, un véhicule de luxe haut de gamme. L'intégration Google aussi, là, ça c'est clair qu'on va en parler dans le podcast. Je suis un grand fan de techno, mais vraiment, très beau véhicule. Puis je vous remercie pour votre temps, M. Baxter. Merci beaucoup. Alors oui, comme on peut le voir, effectivement, ils sont très confiants quant à leur
moi je peux dire, leur sens de l'innovation à l'égard du XT4 et de la modernité. Pourtant, il me semble pas qu'il en offre tant que ça. Mais j'étais pas là. Moi, j'étais pas présent là. Et moi, je suis pas non plus un expert de toutes les versions qui existent, de toutes les Cadillacs du monde, donc je voudrais pas dire qu'on me corrige si jamais je fais une erreur, mais c'est aussi ce qu'il m'a semblé. On s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de différence en termes de motorisation, je veux dire, c'est quand même quelque chose d'intéressant. On parle de 235 chevaux, 258 livres-pieds de couple, donc c'est quand même pas mauvais, mais bon, pas une grosse différence avec ce qu'on avait par le passé. La grosse différence, comme on l'a pu l'entendre, c'est l'écran dont il se vante allègrement. Un écran de 33 pouces de 9K. Pourquoi 9K? J'ai posé la question au gars de chez Cadillac et on m'a répondu, ben parce que c'est plus beau, parce que la résolution est meilleure. J'étais comme, ben... Merci, certes, mais j'avoue que je sais pas exactement qu'est-ce qui justifie que le 8K soit une technologie et que le 9K ça existe pas vraiment et que cet écran-là soit 9K. Si un de nos auditeurs a la réponse, je suis particulièrement curieux parce que même Cadillac n'ont pas réussi à me répondre d'une manière que personnellement j'ai trouvé satisfaisante. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment là-dessus qu'ils misent là, en termes de de nouveautés, là, disons, technologiques. Puis sinon, ce qu'on nous dit, c'est en gros, c'est un peu la même chose. L'autre chose qui est quand même impressionnante en termes de technologie, c'est l'intégration Google, dont on nous a fait une présentation qui était vraiment intéressante parce que ce qu'on nous a dit, c'est que c'était un des premiers assistants Google, sinon le premier assistant Google, à pouvoir également jouer avec les variables du véhicule. Donc, parce qu'en ce moment, il existe des modèles de véhicules dans lesquels on peut faire de la commande vocale et dire « Ah, est-ce que tu peux baisser le chauffage à tant de degrés, par exemple? » Et le véhicule le fait. Et il y a des véhicules qui ont l'intégration Google où on peut dire où est-ce que je peux aller manger par exemple? Est-ce que tu me proposes un restaurant mexicain par exemple sur la route et là Google va te le proposer, mais là ce que Cadillac nous dit c'est que c'est la première fois que c'est les deux mis ensemble, donc on peut dire à Google j'ai froid et Google va augmenter la température de l'habitacle et en même temps avec l'intégration du reste là, des fonctionnalités Google, du genre est-ce que tu peux me dire combien de kilomètres il me reste aussi qu'on peut faire? Ça c'est intéressant, il peut aller lire le niveau de l'essence et dire l'autonomie et aussi rajouter des stations d'essence de manière intelligente à travers le parcours. Ça c'est intéressant parce que là ça devient un véritable assistant personnel au lieu d'être strictement un gestionnaire multimédia là. Oui, c'est ça. Donc, vraiment, c'est là-dessus qu'ils ont misé. Là. On s'entend, c'est l'écran et ce qui se trouve dedans qui fait vraiment la différence entre le 2023 et le 2024. Et aussi, la couleur, hein, on l'a mentionné, là, on va la mettre sur Facebook, mais allez la voir. Tous les journalistes qui étaient là, d'ailleurs, ont presque juste pris des photos. Il y en avait deux, hein, comme on l'a dit. Il y avait le look plus de luxe et il y avait le look sportif. Tous les journalistes ont presque que pris des photos du look sportif parce que la couleur en dessous des spots, en plus, était vraiment impressionnante. Maintenant, j'avoue que ce qui m'a rendu un peu perplexe, écoute, laisse-moi finir sur tous les aspects techniques, là. Donc, connectivité Google, ça vient aussi avec un hotspot Wi-Fi 5G, ça vient aussi avec Amazon Alexa, ça vient avec OnStar, ça c'est pour 3 ans. Après ça, il faut payer pour avoir le data pack, donc ça c'est comme beaucoup de véhicules aujourd'hui. Hein? De plus en plus d'ailleurs. Il y a aussi quelques petits trucs qui ont changé en termes de design. On parlait de la calandre là, avec M. Baxter dans la petite entrevue, mais il y a aussi les fascias. C'est quoi? Y a-t-il un terme en français? C'est fascia. C'est fascia, ouais, en tout cas. Donc les fascias avant et arrière ont été changés. Puis aussi les roues, là, c'est tous des modèles exclusifs de roues, de jantes qui sont quand même intéressants. C'est rare que je dise ça, mais les designs, les patterns étaient plutôt beaux. Maintenant, on nous a parlé du public cible. Puis le public cible, c'est sûr que tu comprendras que ça m'a touché particulièrement parce que je suis comme un peu dedans. Hein? Je suis dedans sauf un des critères. Donc on dit... donc les millennials, sûr que moi je suis plus Gen Z, mais bon, je suis limite là, donc on nous dit millennials à peu près, on nous dit les gens urbains, les gens qui ont pas d'enfants, les gens qui commencent leur carrière ou qui viennent de commencer leur carrière, qui viennent de monter dans leur carrière et qui font en couple 170 000 $ canadiens par année. C'est qu'un début de carrière, ça, monsieur? Hein? Oui, c'est ça. Et pour une personne seule, c'est 130 000 $ canadiens par année qu'on estime qu'il faut qu'elle fasse. Il y a quelque chose d'un peu incohérent entre l'âge
prévu et le salaire demandé. Surtout que, soyons honnêtes, là, le prix du véhicule, c'est quoi? Mais si tu peux l'avoir en bas de 60 000, là, soyons honnêtes, là. Plus les frais et tout, peut-être, mais tu peux l'avoir en bas de 60 000, là. Puis moi, je viens de te parler d'une Ioniq 6 à 65 000 qui ne s'adresse pas à des gens qui font 170 000 par année, là. Donc, justement, je parce comprends que pas. Cadillac nous dit... Parce que le but du XT4, c'est pas juste... c'est comme le dealer qui te donne le premier gramme gratuitement. C'est un petit peu ça, hein? Il essaye de t'attirer, dans le fond. Il essaye de t'attirer pour qu'ensuite... Non, mais je sais pas si là... Oh. La comparaison est bonne. Un peu troublante, mais bonne. Écoute, c'est comme Catherine Dorion qui parlait des lignes avec le troisième lien, mais moi, c'est les Cadillacs et les Grands. Pas que j'ai énormément d'expérience là-dessus, mais n'empêche que ce qu'on nous dit, c'est que le but, c'est d'attirer les gens vers la marque Cadillac. Bien sûr, c'est pas aussi louche qu'un dealer, là. C'est totalement assumé et totalement public, mais c'est d'attirer les jeunes vers une marque de luxe. Puis moi, je me demande pas, écoute, s'il y a des jeunes de mon âge et plus vieux, là, qui ont cet argent-là et qui ont envie de s'acheter un XT4, personnellement, à part le fait que l'écran, d'ailleurs, faut que je le dise, c'est un seul écran de 33 pouces, là, je le répète parce qu'on l'a déjà dit, mais c'est ça qui fait vraiment la différence. S'ils ont vraiment envie de cet écran-là, qui ont envie de ça, grand bien leur face qu'ils aient acheté un XT4. Là, ça a l'air d'un véhicule, on l'a pas essayé, mais j'ai absolument rien à redire sur le design. Moi, je l'ai trouvé quand même assez intéressant. C'est vrai ce qu'ils ont dit aussi, que ça donne le look moitié véhicule électrique, innovateur et tout, mais aussi, veut pas Cadillac en garde ses racines très à cœur. Mais je peux pas m'empêcher de me demander s'ils regardent autour d'eux autres un petit peu. Puis il me semble que ce public cible-là, non seulement c'est déjà en ce moment pas une énorme partie de la population, j'ai pas l'impression que ce public cible-là s'en va en grandissant comme eux autres ils disent que c'est le but en sortant le nouveau XT4, où on nous dit croissance, 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 mais selon moi on vise une partie de la société qui, écoute, peut-être que c'est mon cynisme, mais va pas nécessairement avoir 60 000 pièces à claquer sur un VUS de luxe et peut-être plus 25-30 à mettre sur une Nissan Sentra. Mais bon, écoute, il va toujours avoir des gens pour s'acheter des véhicules de luxe tant qu'il va y avoir des gens. Donc, Et dis-toi que les véhicules de luxe sont en hausse. Toutes les compagnies de véhicules de luxe sont en hausse actuellement. C'est impressionnant. Écoute, on pourrait en parler longtemps, mais quand tu vas t'acheter une Hyundai à 45 000 ou tu peux aller t'acheter une Cadillac à 60 000 puis que ça fait pas une si grosse différence dans ton budget, je pense que c'est surtout ça. Je pense que ça vient avec l'augmentation de prix de base de pratiquement tous les véhicules à travers toutes les marques, même les pas de luxe, là. Ouais, mais tu vois, là, je regarde, là, j'ai les ventes canadiennes là, au cours du trimestre actuel depuis 2023. Tu sais, BMW est en augmentation de 11%. C'est comme ça, là, pas mal partout. Là. Acura est en augmentation aussi de 13%. Genesis est en augmentation de 17%. Tu sais, les marques de luxe sont vraiment, vraiment dans cette catégorie-là. Donc, tu vas me dire que ça compare à l'année passée où les ventes étaient vraiment catastrophiques, mais n'empêche qu'il y a une hausse définitive du côté des véhicules de luxe. Jusqu'à date, c'est ce que Cadillac nous dit aussi, hein, comme je disais, puis le XT4 spécifiquement, c'est le modèle qui a augmenté le plus au Canada, spécifiquement dans le public cible. Donc, écoute, jusqu'à date, il semble avoir raison, mais pour faire partie, écoute, encore une fois, peut-être un peu plus jeune que le public cible, mais pour ne pas en être très loin, j'admets que je suis curieux de savoir dans 5 ans si ce public cible-là va toujours être aussi grand ou en aussi grande croissance ou si c'est juste un effet de la pandémie, parce que c'est un peu ce qu'il disait, hein, que c'est depuis 2020 qu'il voyait une hausse énorme. Donc, écoute, faudra voir à plus long terme, mais laisse-moi terminer avec quelque chose d'un peu moins plate, si tu me permets, parce que après cette présentation-là, ah oui, on a été voir aussi le studio de Cadillac Live. Je vais peut-être faire une mini parenthèse là-dessus, parce que c'est quand même intéressant. Si vous voulez vous acheter une Cadillac, ou si même vous avez des questions sur n'importe quel modèle Cadillac, vous pouvez appeler, c'est un appel vidéo dans un studio qu'on a été visiter, un studio tout blanc, c'est magnifique comme pièce, puis on peut parler en live avec quelqu'un. Et pour répondre à la question que vous vous posez sûrement, oui, ils ont des Québécois qui travaillent à Détroit, dans les studios, absolument, qui parlent le français. Et on nous a vraiment spécifié, ce ne sont pas des Américains qui ont étudié le français ou des Canadiens qui ont étudié le français. Ce sont bel et bien des Québécois qui travaillent à Détroit et qui font des appels vidéo avec vous à l'intérieur des voitures. Puis,
j'ai posé la question encore une fois et on m'a dit, ben on encourage les ventes, évidemment, mais c'est pas quelque chose qui est fait pour vendre des véhicules. C'est vraiment là pour répondre aux questions des gens. Puis on m'a dit que le genre de questions qu'il y a habituellement, c'est est-ce que ça va rentrer dans mon char? Et ils ont une tonne d'accessoires, genre des sacs de golf, qu'ils peuvent aller mettre à l'arrière du véhicule, filmer, répondre aux questions des gens. Donc, ça, c'est intelligent. Si je ça sais peut- que d'autres compagnies ont fait ce genre d'affaires-là, mais ils ont arrêté depuis. Mais je savais pas qu'il y avait même des Québécois. Je trouve ça vraiment brillant comme idée, là. Ben c'est pour ça que je le souligne, hein, parce que quand même, puis aussi le fait que ce soit pas de la vente, mais vraiment juste de l'information, ça aussi je suis obligé de dire que c'est quand même intéressant. Bien sûr, ils vont vous mettre en communication avec un concessionnaire, j'imagine que ça prendra pas trop longtemps si on le demande, mais quand même, je trouvais ça intéressant le principe que ce soit de l'information. Puis ensuite, après avoir vu tout ça, on nous a amené au centre de design de GM, le studio de design GM, où là, c'est top secret, donc vous verrez pas de photos de ce que j'ai vu là, mais j'ai le droit d'en parler, donc je vais au moins vous dire quelques petits scoops. On a vu entre autres une Célestique que je trouve pas particulièrement belle. C'est bizarre comme look. Faut aimer le genre. Puis, tu sais, quand je parlais des lignes tantôt, là, en avant de la Lexus, mais là, on est dans le même genre. On dirait qu'ils étaient sur leur trip de code barre, les designers, là, je sais pas trop. Il y a des lignes partout, à l'arrière, dans les phares, dans les vitres en arrière. J'ai pas été un grand fan, mais on nous a montré un autre, c'est pas vraiment un vrai modèle là, c'est un concept, mais un modèle qui serait un véhicule 100% autonome où on n'a même pas de pare-brise en fait, où c'est juste un écran à l'intérieur puis des fauteuils où on peut se coller pour écouter notre film ou jouer aux jeux vidéo sur l'écran en avant. Donc vraiment des affaires complètement folles, mais surtout, ce que je peux dire, c'est quel bureau incroyable. Comme imagine travailler dans cette espèce de bâtiment-là, une espèce de mélange de art déco, 50s, mais en même temps ultra moderne. Sincèrement, je vous invite à aller voir juste quelques photos. On a aussi des photos médias là, que peut-être qu'on pourrait poster sur la page Facebook, mais sinon juste aller voir des photos du studio de design GM. Ça peut expliquer pas mal de choses parce que même à l'intérieur, le bâtiment et les lieux autour ont inspiré, c'est ce qu'on nous disait, les designs Cadillac et autres. Donc, c'est vraiment intéressant là, de se promener là-dedans puis de voir, ça ressemble à une calandre, ça ressemble à telle chose. Donc, franchement, c'est super cool. Puis on nous a aussi parlé de comment ce qu'ils faisaient, là, les designs à ce jour. Savais-tu qu'ils utilisaient encore de l'argile? Oh non, je pensais que c'était tout virtuel. Non, maintenant, bien sûr, il y a l'aspect virtuel, mais ce que nous a dit la vice-présidente de la stratégie, je me souviens plus exactement de son titre, là, mais une dame plutôt bien placée chez GM, nous a expliqué qu'en gros, même chez Cadillac, je crois spécifiquement, nous a expliqué qu'en gros, il y avait toujours deux sections. Il y avait la section plus, si on veut, ingénierie, hein, parce que c'est là, bien sûr, qu'on va calculer avec l'ordinateur avec les modèles 3D et tout ça, mais que à ce jour, on fait encore au moins 3 modèles réduits en argile et au moins 1 ou 2 modèles à échelle réelle en argile à ce jour. Et j'ai posé la question et la seule chose qui a changé depuis la création de Cadillac, c'est que maintenant, l'argile a moins de soufre parce qu'avant, ça puait dans le building. Mais c'est le seul changement à la façon dont ils font leur modèle grandeur nature et modèle réduit en argile. Wow, ok. Et ça se passe j'imagine de père en fils, là, j'ai pas posé la question. On m'a dit que c'est de manière générationnelle. Ça se passe de génération en génération. Donc, ce sont les parents qui enseignent à leurs enfants comment faire avec la méthode Cadillac, les sculptures en argile. Donc, j'ai trouvé ça franchement intéressant. Encore une fois, vous n'aurez pas de photo de ce que j'ai vu parce que c'était top secret. Même ce que j'ai dit, je pense qu'on le verra pas avant bien longtemps. Là, on nous disait que ce qu'on avait vu, puis j'ai pas tout compté, là, j'en aurais pour longtemps, mais il y avait des choses qui n'allaient pas être vues jusqu'à 2027, potentiellement 2027-2028. Donc, il faudra continuer à suivre ça du côté de chez Cadillac. Puis en 2027, je vais voir un char, je vais voir, je l'ai vu, je vous en ai parlé en 2023. Un petit message en passant aux gens de General Motors, de Cadillac particulièrement. Si un jour vous réinvitez William dans ce secteur-là,
surveillez comme il faut votre bibliothèque parce que ça a été difficile de le faire sortir de là. Ah oui, la bibliothèque du centre de design, merci d'avoir fait la parenthèse. Mais oui, la bibliothèque, c'est vraiment la pièce qui m'a fasciné le plus. Là. Et d'ailleurs, on en a une photo, donc ça vaut vraiment la peine d'aller le voir. Ça montre l'esthétique que j'aime personnellement. Mais oui, les livres de design fantastiques, pratiquement les guides de l'auto de partout à travers le monde. J'ai lu un truc en japonais. Donc vraiment, une bibliothèque fantastique, tellement que j'ai dit à ma blonde, bon ça y est, deviens designer, là, on déménage à Détroit, moi je me trouve une job là-bas. Alors voilà, c'est ce qui met fin à cet épisode particulièrement chargé, on va vous le dire. On espère que vous avez apprécié, on espère que vous aimez quand on vous parle de ces nouveautés-là. Bien entendu, on est ouvert à toutes vos questions, soit sur nos pages Facebook personnelles, soit sur la page Facebook de Gotchard Podcast, bien entendu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes, Spotify et autrement. On vous invite d'ailleurs à vous abonner, à nous envoyer des messages, à nous donner des petites étoiles quand ça donne sur Apple, entre autres, et sur Spotify. Et d'ici là, mon cher William, je te dis merci beaucoup et on est de retour bientôt. À la semaine prochaine ou prochaine fois. Gotchard est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.